Hi guys, welcome to this new lesson. Bienvenue à ce nouveau cours. Alors aujourd'hui, je suis super content parce que non seulement vous allez découvrir le présent continu, ce nouveau temps, mais en plus vous allez acquérir une quantité de vocabulaire super utile qui va joindre l'utile à l'agréable. Et vraiment utile, je parle vraiment de pouvoir vivre aux États-Unis ou au Canada, dans un pays anglo-saxon, pouvoir comprendre les films que vous allez regarder. Voilà de quoi je parle. Alors, le présent continu en anglais. Pour le construire, il faut conjuguer le verbe être, suivi du verbe avec ing à la fin. Ce ing, c'est vraiment la forme du gérondif. C'est un peu comme le ant en français. D'accord ? Et donc, on va utiliser ce présent continu pour tout ce que vous êtes en train de faire. Quand vous pouvez dire être en train de. D'accord ? Là, ça veut dire que vous utilisez le présent continu. Alors, un petit exemple du verbe manger, par exemple, to eat. J'ai pas mis de contraction pour que ce soit très très clair. Je vais le prononcer malgré tout avec un T américain, d'accord? Donc le T sera comme un D. I am eating, you are eating, he is eating, she is eating, we are eating, you are eating, they are eating, d'accord? Je suis en train de manger, je mange, je suis en train de manger, tu es en train de manger, il est en train de manger, elle est en train de manger, nous sommes en train de manger, et vous pouvez considérer que le ing c'est en train de, vous êtes en train de manger, ils sont en train de manger. D'accord? Maintenant, on la refait avec la forme contractée. I'm eating, you're eating, he's eating, she's eating, we're eating, you're eating, they're eating. D'accord? Je vous le redis lentement. I'm eating, you're eating, he's eating, she's eating, we're eating, you're eating, they're eating. Mais souvenez-vous, un Américain ne prononcera jamais correctement ce T comme ça. Seulement un Anglais pourrait faire ça, d'accord? Mais à nouveau, de manière normale pour un Nord-Américain, c'est américain ou canadien, I'm eating, you're eating, he's eating, she's eating, we're eating, you're eating, they're eating. D'accord? Je vous le refais encore une dernière fois et je vous donne le temps de répéter derrière moi. I'm eating, you're eating, he's eating, she's eating, we're eating, you're eating, they're eating. D'accord? Ok, maintenant des exemples. Par exemple, mon Dieu, encore le tennis, ça y est. Elle joue au tennis, on pourrait dire elle est en train de jouer au tennis. Là maintenant, si je suis en train de la regarder, du coup je vais dire she's playing tennis. Si je dis de manière générale, ouais, elle joue au tennis, tous les dimanches, là je dis she plays tennis. Every Saturday, every Sunday. D'accord? Mais si je dis là, elle est en train de jouer au tennis, she's playing tennis, présent continu. Beaucoup droit, on dirait nice forehand, hein, si vous êtes adepte du tennis. Un coup droit, c'est a forehand. Forehand. D'accord? Et un revers, c'est backhand. Backhand. Vous pouvez cliquer juste là, je pense, et vous devriez voir une vidéo avec tous les termes de tennis, si ça vous intéresse. D'accord? Ensuite, she's cooking. She's cooking. Elle est en train de faire à manger. Elle fait à manger. She's cooking. To cook, c'est faire à manger. Souvenez-vous, les gens confondent beaucoup de mots. A cook, c'est un cuistot, d'accord? A cook, un chef. A cook, d'accord? Une cuisinière. A cooker, le dictionnaire va vous dire que c'est une gazinière. Aux États-Unis, en tout cas, a cooker, par exemple, a rice cooker, c'est les marmites dans lesquelles on fait du riz, où on va faire des légumes. It's called a cooker. Ça s'appelle a cooker. D'accord? Moi, j'utilise tout le temps ce qu'on appelle a rice cooker, hein, pour faire le riz. Une espèce de marmite vraiment très moderne. Et on met le riz, et puis voilà. Et aux États-Unis, en tout cas, la cuisinière, vous dites je vais faire ça sur le feu, je vais faire ça c'est sur la cuisinière, vous dites it's on the stove. D'accord? Si vous voulez demander où est la pizza, où est la casserole, vous dites it's on the stove. The stove, c'est sur la cuisinière, d'accord? A pot, c'est une grosse marmite, genre ça c'est a pot, d'accord? A pot, une marmite. On dit aussi to smoke pot, c'est fumer de la bœuf. C'est to smoke pot. Ça n'a rien à voir, hein, bien sûr. C'est une coïncidence que ce soit le même mot, mais to smoke pot, c'est fumer de la bœuf. Rien à voir, c'est complètement une coïncidence. Je continue, on se concentre. The saucepan is on the stove. La casserole est sur le feu. Donc, a saucepan, c'est une casserole.
A frying pan. A frying pan, c'est une poêle, d'accord? On peut juste parler de pan. Vous n'êtes pas obligé de dire frying pan. A pan, frying pan, si vous voulez être sûr, c'est pas saucepan. Frying pan, c'est une poêle, d'accord? Saucepan, c'est une casserole. On continue. He's talking on the phone, si vous vous souvenez, pour dire on the phone, pour dire au téléphone, il dit sur le téléphone. He's talking on the phone. Donc souvenez-vous, la prononciation, c'est pas talking, c'est pas talking. On ne dit pas le L, il est muet, it's silent. On dit ta, a. En anglais américain, encore une fois, d'accord? C'est la prononciation américaine, ça. He's talking on the phone. En anglais, dirait he's talking. He's talking on the phone. He's talking on the phone. J'adore ça. Oh. He's talking on the phone pour un Américain, d'accord? Bonne nouvelle, je suis embauché. On dirait good news, I'm hired. I'm hired. Hired. D'accord? To hire someone, c'est embaucher quelqu'un. D'accord? Ensuite, on court, we're running. We're running. On est en train de courir. We're running. D'accord? A drop. A drop or a bead. On peut appeler ça a bead pour une goutte de sueur. Mais a drop, like a drop of water, c'est une goutte d'eau. A drop, c'est une goutte. D'accord? C'est un bon mot à connaître, on l'entendra souvent. Il transpire, he is sweating. On mettrait la contraction, bien sûr, en le disant dans une conversation. Même en écrivant, on dirait he's sweating. Il transpire. He's sweating. To sweat, c'est transpirer. Et le nom, bien sûr, l'anglais est très facile, je vous dis. Le nom, c'est sweat. La transpiration. Sweat. On pourrait aussi dire they're racing, ils font la course. To race, c'est faire la course. They're racing, ils font la course. A race, c'est une course. A race. Et si vous voulez parler d'une course que vous faites, allez acheter quelque chose, je dois faire une course. Une course, c'est an errand. An errand. An errand. Et pour dire je fais une course, c'est très bizarre. En anglais, vous savez, dans toutes les langues, on a des choses qu'on appelle idiomatiques qui vraiment appartiennent à cette langue. C'est leur manière de parler. Et pour dire faire une course, en anglais, on dit to run an errand. Donc, he's running an errand. He's running an errand, c'est il fait une course. D'accord? He's running an errand. Alors, on en reparlera plus tard, mais souvenez-vous, on a ce qu'on appelle les phrasal verbs en anglais. Et phrasal verbs, ce sont tous ces verbes qui, quand ils sont suivis d'une préposition, cette préposition change le sens du verbe. Et à chaque fois, en français, ce serait une traduction différente avec un nouveau verbe. Et parmi eux, il y a le verbe to pull someone over. Et ça, c'est quand vous êtes sur la route et il y a un flic derrière vous qui vous arrête. He pulls you over. D'accord? He pulls you over. Et d'ailleurs, il va vous crier dessus avec son haut-parleur devant tout le monde dans la ville. Pull over, pull over. Et c'est la honte. Voilà. Et en plus, surtout quand vous n'entendez pas, ou alors une fois ça m'est arrivé, je me dis, moi, c'est la première fois, je me dis, c'est pas moi, c'était moi. Voilà. Ensuite, il y a un concept qui est complètement anglo-saxon, c'est quelque chose de très fixe. On parle de arrested development. Arrested development. Parfois, vous entendrez ça dans un livre, dans un article, dans une chanson. Il y a une chanson qui s'appelle Arrested Development, je crois. Et c'est très bizarre. Ils ont ça. C'est vraiment fixe en anglais. Arrested Development, c'est vraiment l'idée de quelqu'un qui a arrêté de grandir dans sa tête à un moment donné. Et on parle de Arrested Development. D'accord? Elle n'a pas de pistolet. She doesn't have a gun. Gun, c'est le mot principal qu'on utilise pour pistolet, flingue. A gun. D'accord? On parle de shotgun, parfois, pour un flingue. A pistol, c'est un pistolet. On n'emploie pas beaucoup, mais de temps en temps, vous pouvez entendre pistol. Ok, encore une fois, quelque chose de très culturel, des choses que vous apprendrez seulement en immersion, c'est « I call shotgun ». Surtout les enfants, vous entendez les enfants dire ça. « I call shotgun ». Le verbe to call, on a vu, c'est le verbe appeler. Et quand vous dites « I call shotgun », c'est moi qui m'assois devant, parce que c'est la place du passager. « I call shotgun », d'accord? C'est moi qui m'assois devant. C'est les enfants, ils vont dire « c'est moi qui m'assois devant, I call shotgun ». Et vous verrez plus tard que le verbe to call, bon, c'est principalement appeler, ça peut être aussi prendre une décision, ou décider, ou alors dire de manière ferme. D'accord? Voilà. Ensuite, she has a baton. She has a baton. Elle a une matraque. She has a baton. Donc c'est le mot qu'on utilise aux États-Unis, baton, pour parler de la matraque. En Angleterre, ils parlent beaucoup de club. Ok, club. That's a club en Angleterre. Les policiers aux États-Unis, ils parlent beaucoup de leur matraque comme nightstick. Nightstick, d'accord? C'est le bâton de nuit. Parce que stick, c'est vraiment un bâton.
un bâton, a stick. D'accord? Elle a des menottes, she has handcuffs. She has handcuffs. Handcuffs. She has handcuffs. To handcuff someone, c'est un verbe, c'est passer les menottes à quelqu'un. She's handcuffing him, elle lui passe les menottes. Et a cufflink, c'est un bouton de manchette. You have cufflinks, tu as des boutons de manchette. Vous avez des boutons de manchette. I love your cufflinks, j'adore vos boutons de manchette. Cufflink, bouton de manchette, voilà. Michael boit du café, le verbe boire, c'est to drink, to drink. Michael is drinking coffee. Michael is drinking coffee. Il boit du café. Encore une petite gorgée, one more little sip. One more sip, c'est encore une gorgée. A sip, c'est une gorgée, d'accord? A sip. To sip on a drink, to sip on something, c'est boire des petites gorgées de quelque chose. D'accord? Boire, un peu. Mais a sip, c'est une petite gorgée, comme ça. Donc voilà l'idée. Il a une belle cravate. He has a nice tie. This is a tie. He has a nice tie. Swallow, avale, swallow, swallow. Et c'est une coïncidence complète que le nom a swallow, c'est une hirondelle. Oh, puis je vous fais un petit cadeau, quelque chose que moi j'adore dans les langues. Ça, je l'avais eu en fac, hein. On discutait beaucoup de langues en fac, du sens des mots, de tous les sens d'un mot. Alors, bon, on a swallow qui est une hirondelle, donc. Notre prof nous avait dit que... Alors, je sais pas si c'était vrai, c'était peut-être un mensonge, mais il y avait un titre de journal, un headline, qui disait « Baby swallows fly ». Il nous dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et en fait, il y a deux choses complètement différentes. Je vous donne 3 secondes pour réfléchir. Faites pause, essayez de réfléchir. Baby swallows fly, qu'est-ce que vous pouvez comprendre? Deux choses complètement différentes. Alors, baby swallows fly, un bébé avale une mouche. Un bébé avale une mouche. Ou alors, les bébés hirondelles volent. Parce que fly, c'est une mouche, ou c'est le verbe voler. To swallow, c'est le verbe avaler, ou c'est une hirondelle. Donc, baby swallows fly, c'est soit les bébés hirondelles volent, ou alors le bébé avale une mouche. Voilà, ok, super. Elle éternue, c'est le verbe to sneeze. She's sneezing. Elle éternue. She's sneezing. Un mouchoir, c'est a tissue. A tissue. C'est 2 S, c'est comme un ch, d'accord? A tissue, un mouchoir. Beaucoup de gens vont parler de a Kleenex. Ça dépend vraiment des gens et de ce qu'ils préfèrent. On dit les deux. Do you have some tissue, d'accord? À tes souhaits, c'est bless you. Bless you. À l'origine, c'est God bless you. Même may God bless you, qui est vraiment que Dieu vous bénisse. Parce que avant les chrétiens pensaient que quand vous éternuiez, votre âme sortait de votre corps et de votre tête. Et qu'il y avait un espace libre pour que le diable s'infiltre. C'est pour ça qu'ils disaient que Dieu vous bénisse quand vous éternuez. Donc voilà, c'est resté aujourd'hui. On dit bless you pour à tes souhaits ou à vos souhaits. C'est dégoûtant, it's disgusting. It's disgusting. L'accent se met sur le U. It's disgusting. Souvenez-vous de synonymes, on dit beaucoup gross aussi aux États-Unis. It's gross. On peut aussi dire it's nasty. It's nasty, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant. Nasty, c'est pas vraiment argot, hein, je veux dire. Avant, gross c'était argot. Hein. Il y a 50 ans, quand on disait gross, c'était pas très bon, c'était un vilain mot. Maintenant, ça passe, tout le monde le dit. Gross, d'accord? GDP, c'est Gross Domestic Product. Gross Domestic Product, c'est vraiment le PIB, le produit intérieur brut. Gross Domestic Product. Il faut savoir que gross, c'est aussi brut, genre dans un salaire brut. My gross income. D'accord? Gross income, c'est les revenus bruts. Net income, le salaire, le revenu net. On peut aussi parler de take home. What's your take home? C'est quoi ton net? D'accord? Ensuite, tu te comportes comme un con. You're being a jerk. Tu es en train d'être. On peut utiliser le verbe être au présent continu de temps en temps. Par exemple, là, tu es en train de te comporter comme un con. Tu es en train d'être un con. C'est you're being a jerk. A jerk, un con. D'accord? Ça se dit beaucoup. Il est prétentieux, he's conceited. J'adore cet adjectif, il est très fort, j'aime beaucoup. Et regarde la prononciation, conceited. Donc on prononce comme s'il n'y avait pas de E, et c'est un I long. He's conceited, il est prétentieux, sûr de lui. He's conceited, imbu de sa personne, on peut être conceited. He's so conceited. Il a une barbe, he has a beard. He has a beard. Pour revenir à jerk, jerking, c'est secouer un peu dans tous les sens. C'est jerking, ça secoue dans tous les sens. D'accord? Dans un bateau, par exemple.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur le petit cœur en dessous. Inscrivez-vous à cette chaîne, n'oubliez pas, partagez cette vidéo avec vos amis. Et inscrivez-vous à ce cours, il est magnifique. Le lien est dans la description. Vous aurez accès à plein de leçons. Des leçons sur des structures dont vous n'aurez jamais entendu parler à l'école. Très utiles dans le monde anglo-saxon, je ne sais pas pourquoi, elles ne sont pas dans tous les livres d'école qu'on utilise tous les jours. Plein d'exercices de compréhension orale, plein d'exercices écrits pour vous aider à mémoriser tout ce vocabulaire et toutes ces structures que vous apprendrez. Voilà, c'est tout. À bientôt pour une autre vidéo. Salut!